Alors, je vais essayer de nous redonner espoir par rapport à ce qu'on a pu entendre là jusqu'à présent sur les inégalités sociales, sur parfois peut-être un certain déterminisme par rapport au mal-être de certains enfants, par rapport au fait d'habiter à tel ou tel endroit et de devoir aller dans telle ou telle école et de rester dans un milieu très fermé. Et je vais m'appuyer quand même sur ce qu'a dit à plusieurs reprises Boris Cyrulnik, à savoir que c'est résiliable. Donc la résilience, c'est important. Et justement, je vais vous présenter Défi, qui est un projet effectivement que nous avons lancé l'année dernière avec notre groupe au sein du CIFODEM. Défi en fait pour défense contre les inégalités. Et c'est un programme d'activité qui a été conçu dans l'objectif justement de refuser l'échec programmé des élèves fragiles. Donc en effet, il faut se dire que 3 paliers doivent prioritairement se voir dotés chacun de ce qu'on pourrait appeler un sas de transition. Pas un sas de décompression, mais un sas de transition. Premier palier, le passage de la grande section au CP, afin de s'assurer d'une maîtrise suffisante du langage oral avant de rentrer dans l'apprentissage de la lecture. Un deuxième palier, le passage du CE2 au cours moyen, afin de garantir la fluidité du déchiffrage, qui permettra une compréhension équilibrée et autonome des écrits. Et un troisième palier, enfin, c'est le passage du CM2 au collège, afin à la fois d'accroître l'endurance de lecture chez les élèves et surtout de s'assurer que tous les élèves sachent comprendre des textes dans toutes les disciplines, avant d'arriver au collège où tout est séparé sur le plan disciplinaire. L'idée, c'est donc, lors de ces 3 moments clés de la scolarité dans notre école primaire, de donner une chance à tous ceux qui, sans cela, risqueraient de perdre l'envie d'apprendre et donc de décrocher scolairement. Alors, dans l'urgence des besoins exprimés par nos partenaires académiques avec lesquels on travaille habituellement, notre équipe, elle s'est attelée à proposer, pour commencer, un programme, donc dans le cadre du programme Défi, pour 2 de ces 3 paliers critiques, le CE2 et le CM2. Donc le CE2, car c'est bien à la fin du cycle 2 que tous nos jeunes élèves doivent sortir lecteurs autonomes, afin d'entrer dans des apprentissages où la maîtrise de la lecture n'est plus un objectif, mais un moyen d'accéder à des apprentissages disciplinaires plus approfondis. Et en CM2, car c'est le niveau charnière, comme je le disais tout à l'heure, avant l'entrée au collège, et auquel il faut absolument solidement préparer tous nos élèves. Donc, Défi, c'est quoi? En gros, c'est un programme de sauvetage, afin d'éviter aux plus fragiles le décrochage certain si leur compréhension des écrits n'est pas suffisamment maîtrisée. Et alors, nous assurons en même temps un niveau suffisant pour tous dans la maîtrise de la langue et la compréhension des énoncés mathématiques. Donc, l'année dernière, on a mis en place un dispositif de formation et d'expérimentation de ce programme et on l'a mis en œuvre dans 5 écoles du 19e arrondissement de Paris. Donc on remercie encore les collègues qui ont bien voulu travailler avec nous dans le cadre de cette expérimentation. Donc en français et en mathématiques, des évaluations diagnostiques précises et efficaces ont permis de dresser le profil des compétences de chaque élève en matière de compréhension de textes narratifs, de compréhension de textes explicatifs et de compréhension d'énoncés de problèmes mathématiques. Et c'est sur cette base qu'ont alors été programmés des ateliers pour les plus fragiles, des ateliers de compréhension de textes, des ateliers de compréhension de problèmes mathématiques et des parcours de remédiation et de perfectionnement ciblés pour l'ensemble de la classe, tous visant la maîtrise de la compréhension. Les enseignants ont alors pu instaurer une démarche lucide de différenciation pédagogique, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, la différenciation pédagogique, à raison de 3 temps par semaine. 3 séances étalées sur la semaine, de 35-40 minutes, inclus dans l'emploi du temps. Et ils ont ainsi pu accompagner chaque élève au plus près de ses besoins. Une évaluation finale a été passée au mois de juin pour juger des progrès. Et effectivement, 39% des élèves
qui étaient en grande fragilité lors des évaluations diagnostiques, c'est-à-dire qui avaient un niveau 1 et 2 sur une échelle de 5 aux évaluations diagnostiques, avaient intégré les niveaux 4 et 5 au mois de juin. Donc, cette expérimentation, elle a fait naître de beaux espoirs. Et DEFI s'étend cette année dans de nouvelles écoles à Paris, toujours dans le 19e et dans le 12e arrondissement, ainsi que dans des écoles de l'Académie de Rennes et des diocèses de Drôme et d'Ardèche. Nous, notre équipe, nous veillerons à une extension progressive, régulière, et qui ne portera pas préjudice à la qualité de la démarche. Nous donnerons de plus en plus d'autonomie aux établissements en termes d'organisation, aux équipes, pour mettre en place ce programme DEFI, mais dans le respect rigoureux du protocole pédagogique que nous avons mis en place. En effet, on a un site internet dédié qui est proposé aux enseignants engagés dans le programme afin de leur mettre à disposition des fiches d'évaluation dont j'ai parlé tout à l'heure, des supports pour les ateliers, des textes, des énoncés de problèmes mathématiques, des fiches d'entraînement pour remédier, pour se perfectionner dans les compétences de compréhension, des éléments de formation en français comme en mathématiques, et une possibilité d'échange au sein de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la communauté DEFI, puisqu'elle est en train de s'étendre et que nous avons créé une communauté DEFI. Nous espérons qu'il va grandir. Voilà. La prochaine étape, à la rentrée 2025, c'est bien celle de l'extension de DEFI à la grande section. Puisque j'en ai parlé au début, ça fait partie des paliers importants et il faut réagir le plus tôt possible et réduire les écarts qui existent malheureusement dans nos classes dès le plus jeune âge. Ça a été évoqué également tout à l'heure, ça commence même à la crèche, ces inégalités chez les enfants. Donc je vous propose de visionner une courte vidéo qui présente 2 ateliers mis en œuvre dans le cadre du programme DEFI. Il s'agit d'un atelier de compréhension de texte, puis d'un atelier de compréhension de problèmes, à la manière des protocoles que nous avons proposés aux enseignants et auxquels nous les avons formés. Donc ce film il a été tourné dans l'une des écoles engagées dans l'expérimentation l'année dernière, dans le 19e. Donc j'en profite pour remercier encore tous les collègues pour leur engagement, leur fidélité, puisque pour la plupart d'entre eux, ils continuent à travailler avec nous cette année. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon visionnage. Human? En fait, pendant la nuit, il regardait des livres de cauchemars, des livres d'horreur. On est tous d'accord dessus? Et là? Il ne regarde pas vraiment le livre parce qu'il fait semblant. Il fait semblant de le lire. Donc ils ont dit quoi exactement? En fait, ils ont dit, il ou elle regarde ce livre, il regarde le livre. Après, plus tard, ils ont dit qu'il faisait semblant. Donc, il fait semblant de lire un livre d'horreur pendant la nuit. Qu'il faisait semblant de lire parce qu'il avait peur. Qu'il avait peur, oui, vas-y, va jusqu'au bout de ton idée. Qu'il avait peur de quoi? Que le livre, il avait peur du livre. Ah, que du coup, en fait, il veut vraiment pas le lire. C'est vrai, c'est juste pour faire semblant de lire sa mère. Est-ce que là, dans le texte, vous m'avez prouvé pourquoi il fait ça? Parce qu'il pour récupérer le livre. Alors, où dans le texte, il dit qu'il fait ça pour récupérer dans le livre? Je te laisse chercher. Dans la ligne quoi? 31. C'est écrit. Sinon, maman va s'apercevoir que c'est toujours le même titre que je lis. Je veux dire que je fais semblant de lire parce que je ne sais pas. Donc ça me prouve qu'il fait bien semblant et qu'il trompe. En fait, et c'est vrai, il trompe quelle personne? Sa mère.
Est-ce qu'on est d'accord qu'il trompe sa maman? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le texte qu'il doit tromper? Non. Tout ça, c'est pour tromper sa maman. D'accord. Mais là, tu me prouves qu'il trompe encore sa maman. Mais pourquoi? Pourquoi il veut tromper sa maman? Vas-y, Neila. Ligne 29, il dit « Je me blottis contre elle, je m'accroche à elle, et elle ne pourra pas me repousser maintenant, encore une nuit de gagner. » Donc, ça veut dire quoi cette phrase-là? Ça veut dire qu'il en a fait plein des nuits. Avoir un câlin. Donc, son but de tout ça, ce serait pour avoir un câlin. Qui peut me raconter donc dans l'ordre chronologique de ce qui s'est passé? On commence, vas-y Neila. Déjà, il est 21h30. Il y a un livre sur ses genoux. Après, il y a sa mère. Elle rentre dans la chambre, elle prend le livre. Elle lui dit arrête de lire des livres d'horreur. Après, elle part. Et alors, on va demander à quelqu'un d'autre la suite. Vas-y. Et après, le garçon, il dit, et après, il met son réveil à minuit pour faire semblant de faire un cauchemar. Après quand le réveil il sonne gentiment, il se réveille. Après, il fait semblant d'être un cauchemar. Il fait genre qu'il est perdu dans la forêt. Et il fait un bruit aigu. Après, sa mère, elle vient. Il y a Camilla qui veut parler, qui me fait ça. Donc, je te donne la parole. Vas-y. Et que après, il est venu voir sa mère. Tu veux rajouter quelque chose, Prosper? Et aussi qu'il faisait tout en semblant de lire ses livres pour faire un cauchemar, pour faire un câlin à sa mère. Déjà, on apprend à lire plus vite, on apprend à s'écouter entre camarades, à se partager les idées. On travaille en collectivité, on se crie pas dessus, on comprend, on écoute les idées des autres, on se coupe pas la parole. Et même si on sait que les idées des gens, c'est pas qu'est-ce qu'on a pensé, on écoute quand même et on les respecte. On doit savoir c'est quoi, ça parle de quoi l'histoire, il y a quoi comme personnage. Il faut que dans toutes les questions, il faut qu'on doit avoir une réponse. Et ça m'a aidé beaucoup. Et aussi à lire plus vite et aussi à mieux comprendre. Parce qu'avant, quand je lisais des livres ou des histoires avec la maîtresse ou en classe, j'arrivais pas à comprendre quelques mots ou quelques phrases. Du coup, je me bloquais dessus. Et du coup, à cause de ces questions, j'arrivais pas à répondre. Mais maintenant, puisqu'on travaille en collectivité, j'arrive à mieux comprendre, à mieux lire et voilà. Léo a 20 allumettes. Il les dispose dans les 2 paniers de laine. Il y en a 8 dans le panier jaune. Combien Léo a-t-il mis d'allumettes dans l'autre panier? Alors, comment vous utilisez l'âne et ses paniers? Déjà, on prend 20 allumettes. On les dispose dans les 2 paniers. Donc, on les divise, on en met 10 dans chaque panier. Et dans le panier bleu, il y a 10 allumettes et dans le panier jaune, on a 18. Et ici, il faudra annoncer... Il y a combien d'allumettes en tout? Combien il y a d'allumettes en tout. Voilà comment vous avez traduit l'énoncé. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais qu'en tout, il y a 20 allumettes. Et dans la boîte jaune, il y en a 8. On ne sait pas combien il y a-t-il dans la boîte bleue. Donc, on doit trouver le nombre qui est dans la boîte bleue. Moi, j'ai compris comme ça. Toi, tu as compris comme ça, donc c'est différent. C'est pas la même chose. Les autres binômes, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces 2 propositions? Moi, je pense qu'il y a comme Florent parce que je n'ai pas très bien compris comment Mélie l'a fait. Mais 8 plus 20, ça fait 28. Mais le tout, c'est 20. Ah. 20 allumettes, donc c'est plus que le tout. Alors là, le problème nous dit qu'effectivement,
Léo a 20 allumettes. Il les dispose dans les 2 paniers. On sait comment? En fait, je pense savoir. En fait, il fallait mettre 20 allumettes dans les 2 paniers. Ah, fallait mettre donc les 20 au-dessus, tu veux dire? Comme ça? Florence, c'est ce qu'il disait? Et je pense qu'il faut faire 20 moins 8. Moins 8. Qu'est-ce que... Alors, j'ai vu qu'il y avait Koudra qui voulait participer aussi. Et aussi, dans l'énoncé, ils n'ont pas dit qu'il y en a 20 dans un panier. Oui, ils n'ont pas dit qu'il y en avait 20 dans l'autre panier. Hein, ils ont dit qu'effectivement, Léo avait 20 allumettes. C'est comme si on lui disait, Léo a 20 allumettes. Il manque quel mot, là, mais que vous avez trouvé? Léo a 20 allumettes. En tout. D'accord? Hein? Tu comprends? Ouais. En fait, on doit enlever un panier de 10. Enfin, on doit le diviser. Mais on fait comme si ça, c'était pas les 10, on en a les 8. Là, on en met 2. Ça en fera 12. Et là, 8. Du coup, ça en fera 20. Et comment tu as trouvé ça? Parce qu'en fait, comme en tout, il était censé avoir 20 allumettes et 8 dans le panier jaune, bah, je me suis dit que comme 12 plus 8, ça faisait 20, bah, on prenait un paquet 10, on en mettait 8 dans le panier jaune et le reste dans le panier. Donc les 12 dans le panier bleu. Et en total, ça nous fait 20. Donc tu as fait le même travail que t'as quoi? Elle a dit, tu redis l'opération que tu voulais faire? 20 moins 8. Ils ont réfléchi grâce à des objets, du matériel. Ils ont lu des problèmes à voix haute pour mieux les comprendre. Et après, si par exemple eux ils n'y arrivaient pas et que les autres ils n'étaient pas d'accord avec ça, ils s'expliquaient entre eux pour comprendre leurs erreurs et savoir qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce cas-là. Ça peut les aider à apprendre, ils peuvent imaginer la situation grâce au matériel qu'ils touchent, qu'ils manipulent. Enfin, ça peut vraiment aider plein d'élèves. S'il y avait quelqu'un qui faisait une erreur, c'était pas trop grave. Enfin, on était là pour apprendre. Si quelqu'un faisait une erreur, on disait non, il fallait faire comme ça. Ils communiquaient entre eux. À la fin, ils ont retenu que c'était... En fait, si on lisait mal l'énoncé du problème, on ne pouvait pas avoir le bon résultat et qu'il ne fallait pas se presser pour trouver le résultat et que c'était pas parce qu'il y avait 25 et 15 que c'était 25 plus 15 par exemple. Merci Christine, merci d'avoir participé à cette vidéo. Nous allons maintenant poursuivre avec André Tricot. André rentre d'Australie pour être avec nous aujourd'hui, sauf que il sera avec nous mais à distance. Bonjour André, pas trop fatigué? Non, ça va, merci beaucoup. Ça va, très bien. André, je te laisse la parole sur ce thème des inégalités scolaires. Ensuite, on laissera la parole à Pierre Perrose sur la maternelle et on terminera par des questions qui vous seront adressées à tous les deux. Voilà, merci d'être là. Merci Alain. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous physiquement. J'aurais bien aimé, mais on n'a pas pu s'organiser. Donc je vais vous parler de la lutte contre les inégalités scolaires en essayant de réfléchir avec vous au passage des résultats de recherche
aux politiques publiques. Autrement dit, quand la recherche nous apprend quelque chose à propos de la lutte contre les inégalités scolaires, comment on peut utiliser ces résultats de recherche pour influencer, pour infléchir, pour aiguiller les politiques publiques. Et c'est en quelque sorte une de nos missions au CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires, que d'essayer de partager les résultats de recherche avec la communauté éducative et les politiques publiques. Donc, le premier type de résultats de recherche dont on dispose, ce sont les statistiques descriptives. Vous avez entendu parler des études PISA précédemment, il y a TIMSS, il y a PIRLS, etc. Au CNESCO, nous-mêmes, nous produisons des statistiques descriptives. Et ces statistiques montrent que dans un certain nombre de pays, on réussit à combiner équité et efficacité. Certains pays permettent aux élèves non seulement d'être performants, mais de réduire les écarts entre les élèves les plus performants et les élèves les moins performants et l'effet de l'origine sociale. Ces systèmes éducatifs, qui sont à la fois efficaces et équitables, ont un certain nombre de caractéristiques que j'ai indiquées sur cette diapositive. Donc, je ne vais pas redire à l'oral ce qui est écrit à l'écran, vous le voyez. Et ce que je vous dis ici, ce que je vous montre ici est assez banal, connu depuis pas mal de temps. Et voilà, je vous laisse lire tranquillement ces résultats qui sont encore une fois un tout sauf originaux. Si on veut continuer avec la diapositive suivante, on voit d'autres caractéristiques de ces systèmes éducatifs qui sont à la fois efficaces et équitables. Là aussi, je vous laisse lire ces points. Et enfin, si on regarde une dernière diapositive sur le type de résultats produits par ces études qui font donc des statistiques descriptives ou corrélationnelles, on a donc 4 derniers points qui me semblent importants de souligner. Pardon, 5 derniers points, j'ai fait une erreur de calcul mental. Donc, on a des études qui sont capables de nous dire, voilà, dans certains pays, il y a des systèmes éducatifs qui fonctionnent bien et qui permettent à la fois d'avoir des élèves performants et une faible différence entre les élèves les plus performants et les élèves les moins performants. On a d'autres types d'études, c'est des études interventionnelles et expérimentales, c'est-à-dire des études où on essaie de créer des dispositifs pour essayer d'améliorer les choses. Et donc, à l'intérieur d'un pays où les choses se passent plus ou moins bien, on est capable de comparer les résultats des élèves qui bénéficient d'une intervention aux résultats des élèves qui ne bénéficient pas d'une intervention. Et on est capable de produire ces résultats, là je vous en montre 4, dans des études à grande échelle, c'est-à-dire ce n'est pas des dispositifs qui sont testés sur quelques dizaines ou quelques centaines d'élèves, mais des dispositifs qui sont testés sur des centaines, voire des milliers d'élèves, voire des dizaines de milliers d'élèves. Donc, je vous cite le cas de l'éducation à l'orientation. Oui, c'est quelque chose qu'on peut améliorer significativement par des dispositifs qui sont relativement simples. La croyance des élèves
dans leur capacité à progresser est aussi quelque chose qu'on peut améliorer. Le bien-être à l'école est quelque chose qu'on peut améliorer. La mixité sociale au sein des établissements scolaires dans notre pays, où ça a déjà été évoqué précédemment, il y a des politiques de la ville qui génèrent de toute façon des quartiers qui sont très inégaux entre eux. Oui, c'est possible de faire tout ça, mais il y a un mais, c'est que ça n'est pas parce qu'on améliore un point, par exemple l'éducation et l'orientation, par exemple le bien-être à l'école, qu'on va améliorer l'efficacité, les performances des élèves ou l'équité. Donc ce point est très important. On sait caractériser les pays dans lesquels les élèves sont à la fois performants et où il y a une grande équité. On sait sur certains points qui ont été identifiés comme des points qui caractérisent ces pays, on sait agir, on sait améliorer les choses. Mais ce n'est pas parce qu'on sait améliorer tel ou tel point qui contribue à l'efficacité ou à l'équité qu'on va améliorer directement l'équité ou l'efficacité. Sur la diapositive suivante, on montre même que on est capable, dans des études interventionnelles, expérimentales, où on va encore comparer des élèves qui bénéficient d'une intervention et des élèves qui ne bénéficient pas d'une intervention, d'améliorer les choses sur des processus qui sont encore plus fondamentaux que ce que je viens d'évoquer. Par exemple, on sait, par des dispositifs, par des façons d'enseigner, améliorer la motivation des élèves. On sait améliorer leur stratégie d'apprentissage, la façon dont ils réfléchissent à leurs propres apprentissages, la façon dont ils organisent leurs apprentissages, ce que parfois on rassemble sous le slogan de « apprendre à apprendre ». On sait aussi, et des centaines de recherches l'ont montré, optimiser la charge cognitive, c'est-à-dire l'exigence des apprentissages pour doser cette exigence et présenter des apprentissages de plus en plus exigeants progressivement, de façon adaptée à tous les élèves. On sait aussi améliorer les processus d'apprentissage, c'est-à-dire quand on veut que les élèves comprennent, améliorer la compréhension. Quand on veut que les élèves conceptualisent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, on sait le faire. Quand on veut que les élèves automatisent, on sait le faire. Il y a donc dans ces études interventionnelles des effets qui sont obtenus et qui sont obtenus dans des études expérimentales à grande échelle ou dans des études expérimentales à petite échelle. Mais ça n'est pas parce qu'on améliore un aspect qu'on va améliorer les autres. Or, vous l'avez vu, dans les études descriptives, les facteurs qui ont un effet sur la réussite et l'équité sont nombreux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette espèce de paradoxe qui est qu'on a à la fois une bonne connaissance d'un ensemble de facteurs liés à la réussite et à l'équité, et des interventions qui, quand elles agissent sur un facteur, et quand elles agissent efficacement sur un facteur, n'entraîne pas nécessairement une efficacité sur l'ensemble des autres facteurs. On essaie de réfléchir à ça au CNESCO, de solliciter des experts sur le domaine, et on essaye bien entendu de regarder la littérature et de partager ça avec la communauté. Voilà un certain nombre de points qui, aujourd'hui, me semblent être des pistes sérieuses. Si on veut améliorer les choses, un premier aspect qui semble absolument fondamental, c'est la continuité des politiques éducatives. Peut-être que le pire service qu'on puisse rendre à une école, à un pays, c'est de changer de politique éducative de façon tellement fréquente que les acteurs en sont perdus, que ces acteurs soient des enseignantes ou des enseignants, des cadres, des parents et des élèves eux-mêmes.
La deuxième chose qui semble une piste sérieuse si on veut améliorer les choses, ce sont les approches systémiques. Au lieu d'essayer d'agir sur un facteur à la fois et essayer de voir s'il améliore les choses, c'est sans doute en essayant d'améliorer ensemble plusieurs facteurs qu'on va améliorer plus globalement les choses. Les études sur le bien-être à l'école sont là-dessus absolument édifiantes. On ne peut pas espérer améliorer le bien-être des élèves et les résultats scolaires des élèves en n'agissant que sur le bien-être des élèves. La troisième piste qui me semble sérieuse, c'est la qualité et la quantité de la formation initiale et continue des enseignants. Le métier d'enseignant est un métier difficile, exigeant. C'est un métier de niveau Bac+5. On forme des personnes qui ont un haut niveau et la formation, une véritable formation en 5 ans et une formation continuée tout au long de la vie est sans doute un des autres leviers qui, bien entendu, accompagne la reconnaissance sociale, l'expertise reconnue socialement des enseignantes et des enseignants. Ensuite, ce qui est de plus en plus évoqué dans de très nombreux pays à l'heure actuelle, c'est la façon d'organiser la coopération entre les acteurs de terrain et les acteurs et les actrices de la recherche. Au CNESCO, nous essayons de l'organiser d'une certaine manière. Par exemple, quand on organise une conférence de consensus ou une conférence de comparaison internationale, les chercheuses et les chercheurs sont sollicités pour faire part de leur expertise sur un sujet, mais le jury est un jury qui représente la communauté éducative. Le jury, c'est-à-dire celui qui va rédiger les conclusions et les recommandations de ces conférences, c'est un jury composé non pas de chercheurs ou de chercheuses, mais d'enseignantes et d'enseignants, de formatrices et de formateurs, de cadres de l'éducation, de parents, et parfois, quand on arrive à les solliciter, d'élèves qui font partie de cette communauté. On le fait au CNESCO, on peut aussi citer le cas de l'IFE, l'Institut français d'éducation, qui a créé ces LEA, ces lieux éducatifs associés, où on va organiser une coopération locale entre un laboratoire et un ou plusieurs établissements scolaires. Il y a beaucoup de modalités différentes, mais l'amélioration de la coopération entre les chercheurs et les terrains est une autre piste sérieuse sur laquelle nous devons travailler. Ensuite, il est à peu près évident, et là aussi au niveau international, ça fait consensus, que le travail des cadres d'un système éducatif, la qualité de leur travail, la qualité de la façon dont sont gérées les ressources humaines à l'intérieur d'un système éducatif, la qualité du travail en équipe, la qualité de la délégation de responsabilité est un autre facteur crucial pour améliorer les choses. Et enfin, je le mets avec un point d'interrogation parce que j'ai trouvé assez peu de travaux, mais j'avoue que j'ai été complètement séduit par cette hypothèse qui vient d'un chercheur finlandais qui disait que c'est peut-être aussi la cohérence entre la structure d'un système éducatif, le fonctionnement d'un système éducatif et les valeurs d'un système éducatif qui est un levier pour améliorer les choses. Ce chercheur citait en exemple la Finlande, son propre pays, et la Corée du Sud, un autre pays. Il disait en Finlande, la structure, le fonctionnement et les valeurs du système éducatif et de la société sont organisés autour de la construction de la communauté. Et c'est la cohérence entre les valeurs
de la société de l'école et le fonctionnement et la structure de l'école autour de cette idée de construire une communauté qui fait peut-être l'efficacité de ce pays. Sinon, on n'arrive pas à comprendre comment un autre pays comme la Corée du Sud, qui est à ce point différent, produit aussi de très bons résultats. Mais peut-être qu'en Corée du Sud, il y a une cohérence autour de la valeur travail dans la structure, le fonctionnement, les valeurs de l'école et les valeurs de la société. Voilà, j'ai bien mis un point d'interrogation, ça n'a pas du tout la solidité des 5 premiers axes d'amélioration, mais j'ai trouvé cette idée originale et séduisante. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on pourra échanger. Bien, merci André, merci beaucoup. Je vais inviter Pierre Pérouse. Ah oui. Last but not least. Pierre, merci d'être là. Pierre est donc un des grands spécialistes de l'école maternelle et de la question de la maîtrise de la langue et de l'expression à l'école maternelle. Bon, bonjour à toutes et à tous. Introduction. On sait, comme les intervenants précédents l'ont montré, que l'école ne réduit pas les inégalités entre les élèves issus de milieux sociaux différents, en particulier dans le domaine du langage. Capital, on le sait, pour la réussite des élèves à l'élémentaire. Donc, un point capital, la compétence première à l'école maternelle. Donc, une récente étude sous la direction de Sébastien Goudot, qui a été assez remarquée, de l'Université de Poitiers, vient récemment de le confirmer. Cette étude montre que lors des regroupements collectifs, c'est-à-dire en grands groupes, en grandes sections, les enfants de milieux populaires intervenaient moitié moins. Retour à la diapo précédente, s'il vous plaît. Merci. C'est peut-être moi qui ai déclenché. Donc, les enfants de milieux populaires intervenaient moitié moins que les enfants de milieux favorisés, pour des interventions 2 fois plus courtes, en l'occurrence, retenez ces mesures, un peu moins de 5 mots pour les uns et une dizaine de mots pour les autres. Grande section. Une réponse souvent proposée par les observateurs, dont le chercheur, M. Goudot, est de diminuer la taille des groupes. Mais les enseignants, je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle, ferait sans doute remarquer que, justement, la situation observée, le regroupement collectif, en groupe, classe, n'a généralement pas pour objectif prioritaire l'apprentissage du langage qui est visé le plus souvent dans les classes, à d'autres moments, justement, avec un groupe moins important. Souvent une demi-classe, 10, 12 élèves, 15 élèves, selon la taille. Bon. Et ils ajouteraient sans doute que ça ne suffit pas à assurer le succès de la séance, qui repose entre autres paramètres sur la régulation des prises de parole au cours de la séance. Alors, pour faire comprendre les enjeux de cette observation, on va étudier rapidement le début d'une séance très fréquente à l'école maternelle. Voyons si je suis capable de faire marcher. Voyons. Non, peut-être dans l'autre sens.
Boum, non. Reboum, non. Ah, non. Ah, il en manque une? Bizarre. Bon, vous n'avez pas droit là. Non. Bon, il en manque une. C'est pas grave. Alors vous avez un droit, où normalement il y avait une belle diapo, elle n'y est pas, c'est pas grave. Donc, on va voir le début, on va plutôt écouter le début d'une séance de langage en grande section, avec des enfants de 5 ans, dans une école de centre-ville, dont les élèves sont issus de milieux variés. La maîtresse est elle-même maître formateur. Elle a réuni autour d'elle 8 élèves. Donc, quand on a réduit autant le groupe, on sait que l'objectif, il est clairement la prise de parole de tous les élèves. Thomas, Victor, Pauline, Jérémy, Cassandra, Roxane, Evelyne et Cynthia. Elle a choisi l'album bien connu de Claude Boujon, La brouille qui plaît toujours aux élèves. Hein, c'est un succès de la littérature, succès justifié de la littérature de jeunesse. Et elle va mettre en œuvre les 2 premières phases du canevas habituel, lecture-présentation de l'album, puis échange-explication, avec restitution-explication en s'appuyant sur les pages de l'album qu'elle tourne au fur et à mesure des échanges avec ses élèves. Bien, on n'a oublié aucun paramètre. Cette séance ne peut que réussir. Alors, voyons le début de la séance. La maîtresse vient de lire l'album. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais pourquoi il y en a un qui s'appelait Monsieur Brun et un qui s'appelait Monsieur Grisou? Jérémy. Parce qu'il y en a un qui est marron et que l'autre, il est gris. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Monsieur Grisou et Monsieur Brun? Pauline. Ils sont amis. Ils sont amis. Oui, Pauline. Très bien. Et ensuite Evelyne. Ils se disent bonjour. Ils se disent bonjour. Bien. Jérémy. Ils se mettent en colère. Qui se met en colère? Jérémy. Monsieur Brun. Pourquoi Monsieur Brun se met en colère? Jérémy. Parce que Monsieur Grisou est un cochon. Les autres. Un cochon. Ah ah. Pourquoi il est un cochon, Monsieur Grisou? Jérémy. Parce qu'il met sa nourriture par terre. Les autres. Par terre. Evelyne. Il dit, enlève-moi seul un châle, je ne vois pas mon pas-visage. Très bien, qui est-ce qui dit ça? Jérémy, Monsieur Brun. Evelyne, Monsieur Brun. Monsieur Brun. Jérémy, là, il attrape, il lance le sac à Monsieur Brun, Monsieur Grisou. Bien, et ça continue comme cela pendant les 7 minutes 30 que durent les échanges après la lecture. Alors, voyons cette diapositive qui faisait fonction de revenant, là. Là, voilà. Donc, voyons les statistiques de la séance. Il y avait 8 élèves et les échanges ont duré 7 minutes 30. Le nombre d'élèves n'ayant fait qu'une intervention, un élève, c'est Victor. Il a dit un sandwich. Et 2 élèves n'ont rien dit. On retrouve dans ces 8 élèves un tiers d'élèves qui n'ont pas parlé. Ça nous évoque le tiers d'élèves que Agnès Florin évoquait en 1985, ces fameux petits parleurs. Ça évoque aussi ce tiers d'élèves qui sont en difficulté, dont on a parlé tout à l'heure, un des intervenants, nous disant qu'on a un tiers d'élèves qui sont en échec, grosso modo, et là on a un tiers d'élèves qu'on n'entend pas, alors qu'on avait 8 élèves. Et pendant ce temps, la maîtresse occupe 60% du temps de parole. Donc faites un petit calcul, 7 minutes 30, 60%, il vous reste combien de secondes par tête de pipe?
pour chaque élève. Dans une seulance dont l'objectif affiché était le développement des compétences langagières et linguistiques. Et la longueur moyenne de ces élèves, de 5 ans et de 5 mots et demi, de ceux qui ont parlé. C'est-à-dire que les interventions les plus longues faisaient 10, 12 mots. Puis, on a des interventions encore plus courtes, ce qui fait qu'on arrive à ces 5 mots et demi. Autrement dit, on retrouve encore les résultats de Sébastien Goudot. Mais, vous vous rendez compte de ce que ça coûte de mettre en place ces séances? 5 mots et demi, des enfants de 5 ans, dans une école de centre-ville. Tout le monde sait ici que ces enfants sont capables de beaucoup mieux que ça. Surtout pas leur faire des séances de langage comme ça, enfin. Alors, pourquoi est-ce qu'on obtient de tels résultats? Pour une raison rarement évoquée et encore moins discutée, qui est que chaque intervention, et on l'a entendu, est évaluée non sur la base de critères de construction langagière ou linguistique, mais sur la base de critères notionnels, sur la pertinence de la réponse. On se souvient des bien, ah, oui, à chaque fois. Ce qui a pour effet, 1. Le peu de réponses attendues pour une question donnée, et dans le même temps, la validation systématique des bonnes réponses, oui. 2. La multiplication des questions. On passe très vite d'une question à une autre, puisqu'une fois validée, il faut passer à la suivante. L'instauration d'un climat concurrentiel entre élèves, vous l'avez entendu dès le départ. Il s'agit de répondre avant les autres. Quel est l'élève? Voyons, on va voir si vous avez bien suivi. Voyez, quel est l'élève qui va plus vite que les autres? Ça va. Il faut répondre avant les autres puisque la question change à chaque réponse. Ce qui entraîne la transgression des règles conversationnelles scolaires que pourtant la maîtresse avait rappelées au début de la séance. Sauf que la maîtresse, quand Jérémie répond en trichant, ne dit pas « non », elle dit « bien ». 5. Donc, la transgression des règles conversationnelles de la part des élèves les plus performants, qui répondent avant les autres pour pouvoir être entendus, parce qu'ils n'ont pas été encore interrogés, par exemple. Ce qui entraîne enfin des réponses très courtes, peu compatibles avec les apprentissages langagiers et syntaxiques qu'ils devraient faire les élèves. Pourquoi il faut faire des réponses très courtes? Pour être le premier à répondre. Ce qui entraîne encore une accélération des échanges au détriment des moins performants qui ne peuvent pas suivre ce rythme infernal. Alors, le contenu des questions un petit calcul montre que là, quand je dis rythme infernal, vous vous dites c'est une métaphore. Non, non, non. C'est une réalité. La vitesse de questionnement est d'une question toutes les 12 secondes. Quel adulte résiste à cela? Ça vous rappelle le jour où vous avez passé le concours et que vous aviez les 3 examinateurs devant vous et qui vous mitraillaient. Mais c'est le seul moment où vous avez, de votre vie où vous avez accepté ça. Nous, on le fait subir à des enfants d'entre 3 et 5 ans. Et ne croyez surtout pas que cet exemple soit extraordinaire. Retournez dans vos classes.
encore une fois, ça a été dit, répété par Agnès Florin il y a 35 ans, avec les mêmes chiffres. C'est donc pas quelque chose qui nous surprend. Alors, ce dispositif, avec ces questions, l'ordre dans lequel elles sont posées, la structure de la séance sont pour la plupart des élèves totalement imprévisibles. Ils ne savent pas ce qui va leur tomber dessus, c'est certain. Or, cette absence de clarté cognitive, selon les termes d'Elisabeth Bautier, c'est-à-dire pour les élèves l'impossibilité d'anticiper les tâches discursives ou cognitives qui vont leur être demandées, est la principale source d'échec des élèves de milieux défavorisés. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Qui peut tenir ça? Qui sait ce qui va se passer? Conclusion à cette rapide analyse, si on veut que les élèves allongent leurs interventions et fassent les apprentissages attendus, le dialogue pédagogique ordinaire, ainsi qu'Elisabeth Nonon le nomme, constitue pour l'enseignant et ses élèves un véritable piège parce qu'il conduit automatiquement à la mise à l'écart d'un tiers des élèves et à des réponses insuffisantes, trop courtes pour la plupart de ceux qui parlent. L'enseignant n'y est pour rien. Le modèle est tout simplement contre-productif, pour ne pas dire pire. Nous proposons donc de changer de modèle d'apprentissage avec la pédagogie de l'écoute. Sur le plan pédagogique, la pédagogie de l'écoute est donc de laisser le temps aux élèves de réfléchir et de construire leurs interventions. C'est le pilier de notre pédagogie. C'est donc le travail langagier et linguistique que va accomplir l'élève pour construire son intervention qui va nous intéresser, et non la pertinence ou la nouveauté de sa réponse. Non, c'est son travail qui nous intéresse. Ça signifie concrètement qu'une fois que la question est posée, on va donner la parole à tous les élèves qui ont levé le doigt. À toi, toi. Pourquoi est-ce que, quand on a posé une question, il n'y aurait que Maxence qui ait le droit de répondre à la question posée? Peut-être que François, Kevin, Yasmina aussi auraient envie de répondre. Donc on va donner tout bêtement la parole à tous les élèves qui ont levé le doigt et donc adopter, au contraire de ce qu'on a pu voir dans la première séance qu'on a vue précédemment, une posture en retrait. On va écouter ces élèves. Et c'est cette écoute de l'enseignante de ces élèves qui va faire toute la valeur de l'intervention au regard des élèves. Enfin, comme plusieurs élèves peuvent répondre successivement à une même question, très concrètement, le deuxième principe est qu'ils ont le droit de reprendre et de reformuler ce qui a déjà été dit. En pédagogie de l'écoute, dans cette classe, on n'entend jamais, on l'a déjà dit. Pour voir maintenant comment les élèves peuvent s'approprier les compétences qui sont celles du langage de l'école, on va voir 2 séances de langage, en petite section, parce que c'est clairement à l'école maternelle le niveau le plus difficile, et en tous les cas un niveau qui est carrément à part, un monde à part. Hein. On va voir 2 séances à 2 mois d'intervalle, en novembre et en février. Donc, les séances se sont déroulées dans le cadre d'une recherche qui a duré 2 ans et demi, dans des classes de petites sections, avec des maîtresses dans une dizaine de classes réparties en France. Donc, dans le cadre de la pédagogie de l'écoute. Alors, je disais que la petite section est dans l'école maternelle un monde à part, sur lequel les études sont beaucoup plus rares
qu'en grande section, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler ici. C'est un monde à part, parce que les enfants qui entrent à 3 ans à l'école maternelle ont, alors ça qu'il faut bien comprendre et bien saisir, ont des compétences qui ne correspondent pas à ce que l'école, tout au moins notre école française, attend d'eux. Sur le plan langagier, l'enfant de 3 ans, et on nous a bien dit que tous les enfants de 3 ans savaient parler, hein? C'est important ça. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à entendre dans le milieu enseignant. Non, non, ils ne savent pas parler. Mais si. Les enfants savent parler. Ils savent parler avec un adulte, un proche, la tata, de quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils vivent, qu'ils partagent. C'est le modèle dialogal. Or, c'est là où ça devient très compliqué. Or, dans la classe, l'enfant va se trouver la plupart du temps dans des situations où la maîtresse ne s'adresse pas directement à lui. Quel que soit le palliatif qu'on peut trouver à ce problème, l'enseignement, même en petite section, vise à devenir collectif. C'est normal. Ça peut nous chagriner, mais c'est comme ça, c'est normal. Ils disent à devenir collectif. Pour l'enfant, il s'agira plus seulement de parler, mais d'acquérir une nouvelle compétence éminemment scolaire, et puis qui est plus que scolaire, c'est prendre la parole, c'est-à-dire, même quand on n'a pas été directement sollicité, afficher devant les autres et devant l'adulte son désir de parler, puis le réaliser sur autorisation de l'adulte. Comme on le voit, il y a un saut entre ce que sait faire l'enfant dans le modèle dialogal, quand il arrive, et ce que tout d'un coup, l'école va lui demander. Deuxièmement, sur le plan que je nommerai maintenant, rassurez-vous, il y a 3 compétences. Pas de vous défiler une centaine, il y en a 3 essentielles. Sur le plan que je nommerai maintenant thématique, l'enfant de 3 ans sait parler d'un sujet qui le concerne et qu'il partage déjà avec l'adulte. C'est mon nounours, c'est le grand-père qui va arriver. Et il sait. Il sait converser, il sait échanger. Or, à l'école, on va lui demander de prendre la parole devant les autres sur un sujet savant, en tous les cas un thème nouveau pour lui. C'est la pousse des haricots, les graines qu'on a mis, c'est la Noël, c'est le déguisement de carnaval, peu importe. Un sujet nouveau qui, à un degré ou un autre, lui est étranger. Avec comme exigence de rester dans le thème. Oui, mais moi, mon papa, il a réparé la voiture. D'accord, Jean-Pierre, mais là, nous, c'est le petit chaperon rouge. C'est une sortie thématique massive, parfaitement normale, eu égard à la compétence langagière de l'élève qui est basée sur la conversation. La conversation, c'est le « à propos ». Tu sais pas, qui, on le sait, n'a rien à voir avec le propos précédent. C'est ça, converser. Or, tout d'un coup, 20 minutes sur le petit chaperon rouge, c'est prévu, c'est l'emploi du temps. Au passage, petit problème pédagogique, je vous répondrai tout à l'heure à la question que je pose. La maîtresse lui dit « Ah oui, mais nous, c'est le petit chaperon rouge ». À quel moment l'enfant peut-il parler de sujets qui lui tient à cœur et qu'il a envie de dire que son papa a réparé la voiture? Devant les autres.
avec comme exigence donc de rester dans le thème, une centration thématique tout à fait étrangère au principe de la conversation ordinaire, mais qui est spécifiquement scolaire. Et cette centration thématique, ne croyez surtout pas que ce soit anodin, c'est au cœur de l'apprentissage scolaire qui va tenir de la maternelle à l'université et jusqu'au Collège de France. Ce n'est pas des compétences anodines. Hein. Troisième compétence, sur le plan discursif maintenant. L'enfant, qu'on comprenait à demi-mot, se voit tout d'un coup, parce qu'il sait parler, mais il faut l'aider, à 3 ans, mais tout d'un coup, on va lui retourner une demande plutôt extraordinaire, et pourtant, encore une fois, spécifiquement scolaire à ce moment-là en tout cas, qui est de développer son propos. Oui, fais-nous une phrase, dit la maîtresse. Ou bien, et pourquoi? Ou bien, oui, tu me réponds d'un mot, mais on a dit d'autres choses. Hein? Ces 3 compétences, prendre la parole, parler dans le thème, parler en continu, disait Mme Bouis, inspectrice générale des écoles maternelles, développer son propos, donc, sont les compétences qui caractérisent le langage particulier qui est celui de l'école. C'est celui-là qui nous intéresse. C'est capital. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à l'affaire du langage. À l'école, ce n'est pas la conversation, ce n'est pas ça qui nous intéresse. J'ai jamais vu un enseignant faire des évaluations des élèves qui discutent à la récré. Alors, on est très content, on est très content qu'il parle à la récré, on est très content qu'il parle à l'habillage, on est très content qu'il parle à la collation. On est d'accord. Mais ce n'est pas ça qui va être au cœur de nos objectifs, au cœur de nos soucis. C'est la maîtrise du langage de l'école qui repose sur ces 3 compétences, prendre la parole, parler dans le thème, parler longtemps. La clarté cognitive relativement aux tâches cognitives et discursives qui sont demandées sont déterminantes. La clarté cognitive de nos élèves est déterminante pour la réussite des élèves, quel que soit leur milieu d'origine, mais évidemment plus encore pour les enfants qui ne sortent pas de familles lettrées. Pour cela, l'enseignant adopte une posture en retrait qui laisse le temps à tous les élèves de réfléchir et de construire leurs interventions. Elle pose peu de questions et des questions ouvertes qui permettent à tous les élèves d'intervenir à leur tour en apprenant à écouter les autres et à construire des énoncés de plus en plus longs au fil des séances. En petite section, plus encore qu'avec les élèves plus âgés, le cadre jamais concurrentiel, mais toujours rassurant, mis en place par l'enseignante, permet aux élèves de prendre confiance, de se risquer à prendre la parole et de s'approprier peu à peu les compétences fondamentales du langage de l'école. Je les rappelle, prendre la parole dans le cadre scolaire, en respectant les règles conversationnelles que l'enseignant